Bonjour, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, du traitement de l'anémie dans le cancer et en particulier de l'utilisation du fer intraveineux dans ce contexte et de l'expérience spécifique du fer inject qui est encore limitée actuellement. Donc, pour bien situer les choses, il faut distinguer d'abord dans la carence martiale les deux formes de carence martiale absolue et de carence martiale fonctionnelle. Alors, la carence martiale absolue est définie par l'absence de fer de réserve dans les macrophages, notamment de la moelle osseuse. Le test biologique, c'est tout à fait spécifiquement un dosage de ferritine qui est inférieur à la limite inférieure de la normale pour les individus sains, mais pour un patient cancéreux, c'est une ferritine inférieure à 100 microgrammes par litre. La carence martiale fonctionnelle, elle, se définit par la présence de fer. Vous voyez, ici, il y a du fer dans les macrophages de la moelle osseuse, mais malgré cette présence de fer dans les réserves, la moelle érythropoïétique est carencée en fer. Et là, il y a deux mécanismes possibles. Soit c'est parce que le fer est séquestré dans les macrophages comme dans l'inflammation, c'est ce qu'on appelle l'anémie des désordres chroniques, anemia of chronic disorders, ou parce que les besoins en fer sont augmentés et que la libération du fer par les macrophages ne suit pas la demande. C'est le cas lorsque l'on traite des patients par érythropoïétine. Alors, pour illustrer ça de façon graphique, nous avons ici le macrophage. Les globules rouges, à la fin de leur vie, sont phagocytés par les macrophages qui digèrent l'hémoglobine et libèrent le fer immédiatement dans le sang pour aller se fixer sur la transférine. Cette transférine a une certaine capacité de fixation du fer, mais qui n'est saturée qu'à un certain pourcentage. Et ce fer de la transférine va ensuite être fixé par le récepteur de la transférine sur les érythroblastes de la moelle osseuse pour être incorporé dans l'hémoglobine de nouveaux globules rouges. Dans la carence martiale absolue, il n'y a pas de fer de réserve dans le macrophage et les globules rouges phagocytés, l'entièreté de leur fer va être immédiatement libérée sur la transférine circulante, mais comme il n'y a pas suffisamment de fer qui est libéré, la saturation de la transférine va diminuer et la moelle va être carencée en fer. Dans l'inflammation et dans le cancer en particulier, à cause d'un excès de sécrétion d'hepsidine par le foie, il y a un blocage de la libération du fer par les macrophages. Et donc le fer, au lieu d'être immédiatement libéré sur la transférine, va plutôt s'accumuler dans la ferritine intramacrophagique et n'être libéré secondairement que beaucoup plus lentement. Le résultat, c'est qu'à peu près, il y a une diminution de 35% de la libération du fer de réserve. Et donc là aussi, la saturation de la transférine va diminuer et la moelle va être déficiente en fer tout autant que là, mais malgré la présence de réserves en fer. C'est donc une carence martiale fonctionnelle. Dans le traitement par érythropoïétine, le mécanisme est bien sûr différent. C'est la demande en fer au niveau de la moelle osseuse qui est stimulée par l'érythropoïétine et qui fait donc se multiplier les érythroblastes. La demande en fer va être accrue. Cette demande en fer va dépasser l'offre en fer, c'est-à-dire le fer libéré par les macrophages après phagocytose des globules rouges ou à partir de la ferritine de réserve. Et comme la demande dépasse l'offre, la saturation de transférine diminue également. Il y a donc aussi carence martiale fonctionnelle. On peut l'évaluer par une saturation de transférine inférieure à 20% ou par d'autres marqueurs comme un pourcentage de globules rouges hypochromes augmenté ou une charge en hémoglobine dans les réticulocytes diminuée. Donc 3 paramètres en tout cas pour l'évaluer facilement. Alors maintenant, puisqu'il y a souvent carence martiale absolue, mais souvent fonctionnelle dans l'anémie du cancer, les patients traités par érythropoïétine
ont encore plus de risques d'avoir ce développement de carence martiale fonctionnelle, il était tout à fait logique de supplémenter les patients en fer intraveineux lorsqu'ils sont traités par érythropoïétine dans le cadre d'un cancer. Alors, ces études ont montré d'abord que le fer intraveineux, il y a plusieurs études. Vous avez ici le contexte de traitement par érythropoïétine et les randomisations entre différents bras, pas de fer, fer oral ou fer par voie intraveineuse. Le message, c'est que le fer intraveineux permet à plus de patients de répondre à l'érythropoïétine, la réponse étant définie par une augmentation de 2 grammes d'hémoglobine ou l'obtention d'un taux d'hémoglobine d'au moins de 12. Et vous voyez ici, par exemple, une courbe d'évolution de l'érythropoïétine avec fer intraveineux ou sans fer intraveineux, l'hémoglobine est plus élevée, où le pourcentage de réponse est beaucoup plus élevé avec le fer intraveineux, comme ici, qu'avec le fer oral ou pas de fer du tout. Et un message très important, c'est que le fer oral ne fait pratiquement rien de mieux que pas de fer du tout. Donc utiliser du fer par voie orale dans ce contexte n'est pas utile. Donc plus de réponses, et ça a été confirmé par 2 méta-analyses qui ont pris en compte les 8 études randomisées qui ont été publiées. La réponse, le taux de réponse est d'environ 30% supérieur lorsque l'on utilise le fer intraveineux par rapport à érythropoïétine seule, sans fer intraveineux. Deuxièmement, non seulement la réponse est meilleure, mais ça permet aussi de diminuer le nombre de transfusions. Donc l'érythropoïétine déjà toute seule diminue le taux de transfusion, mais le fer intraveineux diminue encore le risque de transfusion par rapport à un traitement par érythropoïétine seule. 2 études ici qui le démontrent, où vous voyez dans le groupe traité par fer intraveineux une diminution tout à fait significative du pourcentage de patients transfusés par rapport au groupe de patients recevant du fer ou pas de fer ou du fer par voie orale. Confirmation dans les 2 méta-analyses, environ 23% de risque transfusionnel en moins lorsque les patients reçoivent du fer intraveineux en plus de l'érythropoïétine. Cet effet est obtenu et grâce à cette efficacité supérieure, la dose d'érythropoïétine qui est nécessaire pour obtenir la réponse avec un taux d'hémoglobine aux environs de 12 grammes, cette dose d'érythropoïétine peut être diminuée. Vous avez ici des patients qui sont traités par érythropoïétine et puis ils sont randomisés entre fer intraveineux et pas de fer intraveineux avec érythropoïétine. Et vous voyez que la dose d'érythropoïétine nécessaire pour obtenir la cible thérapeutique en termes d'hémoglobine va être plus faible lorsque l'on utilise du fer intraveineux que lorsqu'on n'utilise pas de fer intraveineux. Même chose dans cette étude où vous voyez que le nombre de doses de fer, la quantité totale d'arbépoïétine nécessaire pour obtenir la cible en hémoglobine va être significativement plus basse lorsqu'on utilise en plus du fer intraveineux. Et cette utilisation de moindres doses d'érythropoïétine va permettre de diminuer les coûts. Pourquoi? Parce que le coût de l'érythropoïétine est beaucoup plus élevé que le coût du fer intraveineux. Vous voyez ici dans la première étude ici une comparaison des coûts totaux et vous voyez que le coût en bleu, le coût de l'érythropoïétine est de loin le coût prédominant dans tout cela. Et vous voyez que malgré l'utilisation de fer intraveineux dans la colonne de gauche, le coût total, érythropoïétine plus fer intraveineux, c'est moins cher que érythropoïétine seule. Différence d'environ 11%. Dans notre étude, même chose, voilà le coût des médicaments. Vous avez le coût de l'érythropoïétine sans fer intraveineux. Le coût de l'érythropoïétine avec fer intraveineux, on en a besoin de moins de doses. Et le coût du fer intraveineux est négligeable par rapport à l'économie de coût que l'on fait sur l'érythropoïétine. Et donc, le total est environ 13% moins cher lorsqu'on ajoute le fer intraveineux par rapport à l'érythropoïétine seule. Alors, peut-on utiliser maintenant le fer intraveineux tout seul, sans érythropoïétine?
Là, les données sont beaucoup plus limitées à ce stade et l'évidence est beaucoup moins forte. Néanmoins, il y a quelques données que je vais vous présenter. Premièrement, ces deux petites études randomisées de qualité moyenne qui suggèrent néanmoins que lorsque les patients anémiques traités par chimiothérapie pour un cancer sont traités par fer intraveineux ou ne reçoivent aucun traitement pour leur anémie, donc pas d'érythropoïétine ici, il y a une tendance à avoir moins de besoins transfusionnels. Ce sont des études prospectives, randomisées, de petite taille, de qualité fort moyenne, donc l'évidence est suggestive pour moi, n'est pas convaincante. Et puis, le fer injecte. Le fer injecte, première grosse étude qui est une étude observationnelle. Une étude observationnelle réalisée en Allemagne pendant 12 semaines, 600 patients qui ont reçu au moins une dose de fer injecte. Donc pas d'autres fer intraveineux, au moins une, mais souvent plusieurs doses de fer injecte. Ce sont des tumeurs solides et la grande majorité ont reçu ce fer intraveineux sans érythropoïétine. Et la médiane est d'environ 1 gramme de fer par patient. Vous voyez que ce sont des patients qui reçoivent toutes sortes de traitements pour leur cancer, la plupart par simple chimiothérapie, et que la majorité de ces patients n'ont auparavant reçu jusque-là aucun traitement pour leur anémie, ni transfusion, ni érythropoïétine, ni fer oral ou fer IV ou tout autre traitement. Donc la majorité de ces patients reçoivent le fer inject comme premier traitement pour leur anémie. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici en jaune l'ensemble de la population. Ici, vous voyez les patients en rose pâle traités par fer inject plus érythropoïétine et en violet les patients recevant le fer inject seul. Encore une fois, c'est une étude observationnelle, ce n'est pas randomisé. Ça suggère, en tout cas, que même si on a l'impression que l'érythropoïétine va un petit peu plus vite, la pente ici est plus rapide, la cible d'hémoglobine était entre 11 et 12, donc on s'arrête lorsque on diminue en tout cas les doses lorsqu'on atteint la cible. On voit que les réponses, en tout cas avec le fer intraveineux, ont l'air du même ordre, peut-être un peu plus lentes qu'avec l'érythropoïétine, mais du même ordre. Mais attention, pourquoi les patients, dans certains cas, reçoivent le fer intraveineux seul et pourquoi, dans certains cas, érythropoïétine plus fer, ce n'est pas randomisé, c'est des décisions et donc il y a des tas de biais possibles. Si l'on regarde maintenant ces mêmes patients selon leur taux de ferritine de départ, on constate que plus le taux de ferritine de départ est bas, plus le fer intraveineux semble efficace pour faire augmenter le taux d'hémoglobine. On voit en particulier ici que les patients qui ont un taux de ferritine à plus de 500 n'ont pratiquement pas de réponse au fer intraveineux, alors que les patients qui ont un taux de ferritine très faible ont, semble-t-il, une excellente réponse au fer intraveineux. Cela paraît tout à fait logique, bien entendu. En termes d'études randomisées avec le fer inject seul, une seule étude, c'est la dernière que je vais présenter, une étude très limitée chez les patients anémiques avec une pathologie lymphoïde maligne qui présente une carence martiale fonctionnelle et qui sont traités par chimiothérapie. Ils ne peuvent pas avoir reçu aucun autre traitement pour leur anémie au préalable et on ne peut pas avoir un taux de ferritine fortement augmenté. Ces patients ont été randomisés, mais vous voyez que le nombre de patients est extrêmement faible, 10 patients à peu près dans chaque bras, soit pas de traitement, soit une seule dose de fer inject 1 gramme intraveineux une fois. Les résultats, même avec le nombre très limité de patients, vous voyez que l'augmentation du taux d'hémoglobine est tout à fait significative, 2 grammes environ, et est statistiquement supérieure au taux d'hémoglobine des patients qui ne reçoivent pas le fer intraveineux. Donc un nombre extrêmement limité de patients, néanmoins
des valeurs tout à fait significatives. Donc, c'est suggestif d'une efficacité, mais ce n'est évidemment pas une preuve forte. En termes de ferritine, le taux de ferritine augmente, la saturation de transférine augmente avec le fer intraveineux. Tout ça est logique. En conclusion, les guidelines de l'ERTC pour l'utilisation de l'érythropoïétine, patients sous chimiothérapie, pas les patients qui sont traités par radiothérapie ou qui ne reçoivent pas de traitement anticancéreux. Intervention, départ du traitement entre 9 et 11 d'hémoglobine, si possible. 1 gramme par mois doit être attendu comme efficacité pour atteindre un taux autour de 12 grammes. Et là, on utilise la dose la plus faible possible d'érythropoïétine pour maintenir cette cible. Il n'y a pas de recommandation justifiée d'augmenter les doses de PO, ça ne marche pas. Les objectifs, diminuer les transfusions, améliorer la qualité de vie, mais malgré tout ça, 2 patients sur 3 seulement vont répondre à l'érythropoïétine. La majorité de ceux qui ne répondent pas sont des patients qui ont une carence martiale fonctionnelle, et là, le fer intraveineux a une place très importante. 2 produits sont disponibles ici en Europe, et l'injectafer, ou le fer inject selon les pays, la dose recommandée, 1 gramme intraveineux une fois en 30 minutes. Le fer intraveineux va dans le macrophage, il est processé par le macrophage et secondairement libéré sur la transférine circulante, qu'il permet de mieux saturer et donc de mieux répondre aux besoins accrus de l'érythropoïétine, de la moelle osseuse stimulée par l'érythropoïétine. Des réponses plus rapides à l'érythropoïétine, un taux de réponse supérieur, moins de transfusion et une dose moindre d'érythropoïétine nécessaire grâce au fer intraveineux. En conclusion, évaluons le statut martial chez les patients au moment du diagnostic et au moins une fois par mois lorsque les patients reçoivent un traitement anti-anémique. 2 possibilités, carence martiale absolue, pas de réserve en fer, le test c'est la ferritine inférieure à 100 nanogrammes, ou une carence martiale fonctionnelle, il y a des réserves en fer, la ferritine est supérieure à 100, mais dans les 2 cas, carence absolue ou carence fonctionnelle, la saturation de transférine sera abaissée et contribuera au développement de l'anémie. Lorsqu'on a une carence martiale absolue, le traitement le plus logique, c'est d'abord le fer intraveineux tout seul. Si la carence martiale est fonctionnelle, le traitement le plus logique, érythropoïétine plus fer intraveineux, permettra d'augmenter les réponses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation très claire. Dans votre conclusion, vous dites que en cas de carence en fer fonctionnel, l'attitude la plus logique, c'est faire de l'EPO et du fer injectable. Mais vous avez montré également qu'il n'y avait aucune donnée qui permettait de montrer que l'EPO apportait une plus-value par rapport au fer injectable. Il n'y a pas de données là-dessus établies aujourd'hui. Je ne vais pas, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Les premières études ont été faites avec l'EPO. L'EPO versus rien. Et l'EPO a clairement montré qu'il avait une efficacité certaine en termes de réponse en augmentation d'hémoglobine, en diminution du nombre de transfusions et en qualité de la vie. Donc ça, c'est démontré par des études randomisées, larges. L'évidence est absolument claire. Le fer intraveineux, en addition à l'érythropoïétine, a montré une efficacité certaine. 8 études randomisées prospectives, méta-analyses prouvant clairement que le fer, en plus de l'EPO, augmentait encore les réponses et diminuait encore le risque de transfusion. Donc ça, c'est l'évidence. Le fer intraveineux seul, l'évidence est à ce stade-ci très faible. Je vous ai montré une étude observationnelle, une étude avec le fer inject, 20 patients, donc c'est un peu extrêmement limité, et 2 petites études randomisées avec d'autres formes de fer de qualité médiocre. Donc le fer intraveineux tout seul, pour
traiter l'anémie du cancer, l'évidence à ce stade-ci est encore trop faible que pour la recommander. Il faut cependant la recommander dans les cas où il y a une carence martiale absolue, ferritine inférieure à 100. Donc là, c'est clair, il y a une carence absolue, il n'y a pas de question à se poser. La supplémentation en fer intraveineux est recommandée. Mais dans les autres cas, l'évidence n'est pas suffisante pour recommander un traitement uniquement par fer intraveineux à ce stade-ci. Can you, thank you very much for that presentation. Can you comment on the safety and tolerability of the intravenous iron? Pardon, est-ce que vous pouvez commenter ou nous en the- dire plus sur le profil de tolérance et le profil d'innocuité? Different types of reaction. First, you Alors, have il y a deux types de réactions. acute infusional D'abord, reactions. Vous avez These la are réaction only aiguë related to the dose à la that you give. perfusion qui est liée I will uniquement à la make dose an que exception l'on for donne. dextran, Alors, of il y a course, juste but une for the exception other avec form, Dextran. there is an Mais, acute infusional toxicity sinon, if il y a you une do not toxicité, respect the maximum dose si on ne respecte that pas la can be dose given. Why maximale is it qui so? peut être Because the donnée en different perfusion. compounds Pourquoi? Parce que les have différents different composés speed of des vitesses metabolization différentes de in macrophages. métabolisation dans les For macrophages. instance, iron dextrans Par is exemple, metabolized very eh bien, slowly. So once it Fer enters the de type macrophages, dextran it is eh bien, à une it vitesse is de releasing its métabolisation iron very slowly. est très lente. So Donc there is very la little libération infusional du toxicity. fer est The très same lente, is true d'où for Ferinject. des niveaux de It is de releasing toxicité. its C'est iron slowly, la même chose so pour there is Ferinject. limited Ferinject a une vitesse possibility of de infusional libération et toxicity de because métabolisation infusional toxicity lente. is due La toxicité is perfusionnelle occurring when you est inject a due, lot of iron. en fait, It is digested by macrophages quand il y a and it beaucoup is de released fer too qui est massively injecté to dans les plasma transferrin, macrophages oversaturate et the transferrin, qui and when crée transferrin une is sursaturation de la oversaturated by iron, transférine that's when et toxicity c'est occurs. là qu'il So y a for un problème iron de gluconate, toxicité. the maximum Donc dose, pour le for instance, gluconate is de fer, par exemple, la dose 125 maximale mg. est For de 120 Venofer, mg. it's Pour 300 to Venofer, 400 mg. c'est For 300 Ferinject, à 400 1 mg. gram. Pour And for Ferinject, c'est Irondextran, 1 it's 7 grams. gramme. Et So this is infusional toxicity. The second toxicity is the pour acute certains autres, la dose est allergic reaction. plus And élevée, these mais la reactions dose are maximale est très mostly importante. Ces réactions reaction to sont le plus high souvent molecular weight dextran, des réactions which au was dextrane qui a available in the une past. masse moléculaire It plus is no élevée. longer available in most European Alors, ce countries. n'est I believe it is still available in sur le the marché US. dans beaucoup de So high pays molecular weight européens. Je crois que c'est encore dextran is disponible aux associated with États-Unis. a Donc, le relatively Dexeron, high risk of acute eh bien, allergic présente anaphylactic reaction. So des that's a very risques specific de reaction. réaction No, for the long-term toxicity, aiguë. Well, I should also mention Et je dois aussi préciser the possibility of la having a possibilité combine d'avoir when you combine en fait, une combinaison. IV iron with anthracycline. Alors, quand on a You une have a combinaison theoretical d'anthracycline risk et of increasing de cardiac toxicity fer of anthracycline intraveineux, because eh bien, part en of the fait, cardiac toxicity of anthracycline is renforce, mediated through la toxicité de iron-related l'anthracycline. mechanism. So there is a Parce que, theoretical en fait, risk les there. mécanismes It has qui never créent la been toxicité proven in d'anthracycline clinical studies, but in animals, there interagissent is avec some evidence le that mécanisme this de, could be when you combine the same du day fer intraveineux. iron Donc quand on and combine le anthracycline. même jour So my personal le fer recommendation intraveineux is et not l'anthracycline, eh bien il y a des risques de IV toxicité. Donc iron ma the recommandation same est day de as ne an pas anthracycline, faire de but perfusion that's le même not jour proven de in fer clinical intraveineux studies et so far, but it is d'anthracycline. proven Il n'y a pas eu in d'études cliniques qui l'aient mis en évidence jusqu'à maintenant. animal and in Mais vitro studies. par contre, dans des études in vitro et sur des modèles animaux, cela a été prouvé. Ça marche, non? Oui, oui. On sait très bien comment évaluer la carence martiale. Et dans la pratique courante, c'est pas toujours bien fait. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment apprécier la réserve en EPO et donc poser réellement l'indication d'un traitement par EPO devant une vraie carence? C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut travailler pour faire de réelles économies en matière de dépenses de santé. Alors, par rapport à l'évaluation de l'EPO endogène,
Bien sûr, on peut doser l'EPO endogène dans le sang. Bien entendu, il faut faire très attention dans l'interprétation parce que les valeurs dites normales, c'est les valeurs normales chez des individus normaux qui ont une hématocrite ou une hémoglobine normale, mais le taux d'EPO, lorsque le patient devient anémique, doit augmenter de façon exponentielle. Donc un taux d'EPO qui reste dans le range des valeurs normales des sujets normaux chez un patient anémique, c'est hautement indicateur d'un déficit endogène. Maintenant, chez le patient cancéreux, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que les patients qui ont un déficit en EPO endogène répondent mieux que les patients qui n'ont pas de déficit en EPO endogène, mais la différence n'est pas une différence absolue du tout. Donc il y a un pourcentage plus élevé de répondeurs chez les patients qui ont une EPO endogène basse que chez les patients qui n'ont pas une EPO endogène basse, mais ça ne veut pas dire du tout que les patients qui n'ont pas une EPO endogène basse ne vont pas répondre à l'EPO. Donc ce n'est pas une différence elle est statistiquement significative, mais elle n'est pas utilisable en pratique chez les patients parce qu'on n'a pas un cut point au-dessus ou en dessous duquel on peut dire EPO ou pas d'EPO. Donc, et on sait bien aussi que des sujets tout à fait normaux, un individu normal, si on le traite par EPO, il va très bien répondre à l'EPO alors qu'il n'a aucun déficit. Donc un excès d'EPO produit un excès d'érythropoïèse de toute façon. Donc moi, je ne me baserai pas sur une évaluation d'EPO endogène pour décider oui ou non d'un traitement par EPO. Une exception, les patients qui ont des taux d'EPO très élevés, très élevés, dans les myélodysplasies, là, c'est clairement indicateur d'une inefficacité d'un traitement par EPO exogène. Donc, myélodysplasie avec taux d'EPO très élevé, il ne faut pas traiter. Mais c'est la seule exception pratique. Merci beaucoup, Yves.